Bonsoir à tous. Nous allons commencer ce conseil municipal. Il y a des micros, il y en a 3. Je vous demanderai pour la clarté des débats de demander la parole avant de vous exprimer, pour que chacun puisse s'exprimer. Je dois également vous dire que n'oubliez pas d'accuser réception aux mails de convocation et annexes, car là, pour le conseil municipal, pas tout le monde l'a fait. Donc n'oubliez pas, pour qu'on soit sûr que vous ayez les documents. Et vous avez un document à signer de la décision modificative du dernier conseil municipal qu'on va vous faire passer pour signer, s'il vous plaît. Donc le rapport numéro 1, approbation du procès-verbal du 28 septembre 2020. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, le rapport numéro 2, transfert de la compétence des plans locaux d'urbanisme vers Cotélupe. Je passe la parole à Marcello Manganaro, adjoint à l'urbanisme. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, vu l'article 136 de la loi numéro 2014-366 du 26 mars 2014 pour l'accès au logement et à l'urbanisme rénové, considérant l'intérêt qui s'attache à ce que la commune conserve sa compétence en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que la loi pour l'accès au logement et à l'urbanisme rénové du 27 mars 2014 a instauré un mécanisme de transfert de droits au profit des établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, PLU, de documents urbanisme tenant lieu ou de cartes communales au profit des communautés de communes ou d'agglomérations. Sur le territoire de Cotélupe, constitué de 16 communes, 12 communes sont dotées d'un PLU. Une possède une carte communale et 3 communes restent au règlement national d'urbanisme. Il est rappelé que le PLU de Cadenet a été approuvé le 30/9/2019 par délibération numéro 50/2019. Pour rappel, le transfert de compétences à l'EPCI aurait pour conséquence l'élaboration du PLU intercommunal à l'échelle du territoire de Cotélupe. Toutefois, pour s'opposer à ce transfert de droit à l'EPCI, un principe de minorité de blocage a été instauré. Cette minorité de blocage s'appliquera si elle représente une position de 25% des communes représentant au moins 20% de la population. Les maires de l'intercommunalité interrogés sur cette thématique souhaitent dans leur grande majorité que cette compétence reste communale. Il doit être souligné que si le transfert de compétences n'a pas lieu, le débat sur ce transfert se déroulera à nouveau lors d'un prochain renouvellement des conseillers municipaux. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur le PLUI? Samantha? C'est pas vraiment une question, j'aimerais apporter juste des éléments complémentaires à tout le conseil municipal. Tu nous en as apporté déjà. J'en ai apporté, effectivement, mais j'en ai encore d'autres. D'accord. Nous sommes en train, à la communauté de communes, d'élaborer un PCAET, le plan climat-air-énergie. Dans ce plan air-climat, je ne vais pas revenir sur tous les points, évidemment, mais il y a une action qui est la numéro 13, qui s'appelle « Intégrer les enjeux du PCAET dans les documents d'urbanisme » et qui donne comme orientation de pouvoir effectivement avoir des documents d'urbanisme, donc des PLUI, pour intégrer les directives mises en place par le PCAET.
moi, je pense que effectivement, comme je l'avais dit à la commission, avoir un PLUI, ce serait intéressant pour avoir. Ça permettrait d'être en cohérence avec le travail qu'on fait à Côté-Lube, alors que ce soit le PCAET, mais on est aussi en train d'écrire. On a plutôt fini le projet territoire, donc avec une vision d'ensemble. Et donc, ça permettrait d'avoir une vision à long terme en matière d'urbanisme. Ça permettrait aussi d'avoir un outil stratégique cohérent sur tout le territoire, avec une politique globale de l'habitat, de l'agriculture, du plan de déplacement. Ça permettrait aussi de mutualiser les moyens et les conséquences et les compétences sur le territoire. Et ça permettrait d'avoir une approche concertée et de la gestion du foncier sur tout un territoire, effectivement, qui serait plus large que la commune. Alors, comme l'a dit Marcello précédemment, a priori, de nombreuses communes de Côté-Lube vont s'y opposer. Donc là, on ne peut rien y faire, et voilà. Par contre, moi, ce que je vous propose, c'est que Cadenet soit force de proposition pour ce PLU et qu'on ne se retrouve pas contraint et forcé d'accepter un PLUI au moment où ce sera venu, parce que ça va finir par arriver, on en a déjà discuté en commission, et que justement on prenne les devants en donnant un signal fort aux autres communes, en leur disant, voilà, on sait qu'on fait partie de Côté-Lube, on intègre ce fait-là, et on prend les devants, on s'en occupe, on y participe, on fait confiance à cette échelle pour avoir une vision globale et à long terme du territoire en étant moteur sur ce projet-là. Il y a déjà une chose qu'il faut voir, c'est qu'on va réviser, on en a parlé à la réunion des présidents et vice-présidents, le SCOT, hein, le schéma d'orientation territoriale sur le sud du Beron, enfin Côté-Lube. Donc on va travailler sur ça. Qui est la base, la base du PLU. Oui, sur la base des PLU, bien sûr, des PLU. Bon, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que dans un PLUI, les élus locaux que nous sommes, les élus communaux, ne maîtrisent plus leur foncier, leur urbanisation, etc. Bon, après, j'entends ce que tu dis, c'est tout à fait... moi, ça me gêne pas tant que ça. Mais je trouve qu'il faudrait, dans un premier temps, savoir vers quel PLUI on va, parce que pour l'instant, bon, il n'y a rien de décidé, puisqu'il y a beaucoup de communes qui vont s'y opposer, notamment les petites. Voilà, donc pour l'instant, moi je ne suis pas personnellement favorable, c'est un avis personnel, mais je comprends donc qu'on puisse avoir une réflexion sur un PLUI en prenant en compte le PCAET, tout ce que tu as dit, l'habitat, le plan de déplacement, avec les mobilités, etc. Donc oui, c'est un projet sûrement d'ensemble et qui va être travaillé, puisque tu as travaillé avec nous, avec tout Côté-Lube, sur le projet de territoire qui va sortir. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter, Marcello. Moi, je veux juste te dire un truc, que tu penses quand même que sur 16 communes, il y en a quand même 3 qui sont encore en RNU. Et voilà, tu vois ce que je veux dire avant de... Déjà... Et justement, d'autant plus, on peut, en donnant ce signal fort à ces communes-là, en leur disant, ben, nous, on vous emmène, on vous accompagne, on vous aide en tant que commune de Côté-Lube. Enfin, nous, les élus de Côté-Lube, en tant qu'élus de Côté-Lube, on peut vous accompagner à créer un PLUI et en prenant en compte les disparités du territoire. Et pour revenir sur ce que tu disais, Jean-Marc, je ne sais plus si c'est dans le document que je vous ai envoyé à tous, mais on garde la main sur certaines choses au niveau communal, puisqu'on peut quand même encore s'opposer à certaines démarches qui auraient été prises par le PLU. Voilà. Parce qu'on est une petite communauté de communes. Parce qu'à la métropole, on sera obligé d'y aller. Voilà, ça sachez-le. C'est une obligation. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le PLU ou le PLUI? Non? Donc, la question précise est la suivante. Donc, vous devez vous prononcer de s'opposer au transfert de la compétence PLU à Côté-Lube. C'est la question sur laquelle je vous appelle à délibérer. Hein, de vous opposer au transfert PLU. Qui est contre cette opposition? 5. Qui s'abstient? Okay. On passe au point 3.
Rapport 3, constitution de partie civile sur 2 dossiers d'urbanisme. Je repasse la parole à Marcello, adjoint à l'urbanisme. Alors, vu le Code général des territoriales et notamment des articles L 2132 à L 2122-22-16, vu le Code de l'urbanisme et notamment l'article L 160-1 et L 480-1, vu la délibération du Conseil municipal 50-2020 en date du 28-9-2020 portant délégation permettant par le Conseil municipal au maire en application des articles L 21-22, L 21-22-23 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le maire rappelle au Conseil municipal que le 30 juillet 2020, à 10h20, un procès verbal a été dressé en application de l'article L 481 du Code de l'urbanisme par Madame Stéphanie Julien, attachée territoriale en fonction au service de l'urbanisme de la mairie de Cadenet, à l'encontre de M. Ritter Désiré, domicilié 16B, chemin des Marais, 38 300 Bourgoin-Jallieu, pour infraction aux articles L 161 à L 123-19 du Code de l'urbanisme réprimé par l'article L 160-1 à L 1 du dit Code natif 4572. Monsieur le maire rappelle au Conseil municipal que le 30 juillet 2020 à 10h20, un procès verbal a été dressé en application de l'article L 480-1 du Code de l'urbanisme par Mme Stéphanie Julien, attachée territoriale en fonction au service de l'urbanisme de la mairie de Cadenet, à l'encontre de M. Petricola Angelo, domicilié 41 chemin du Cadre, 84-160 Cadenet, pour infraction aux articles, c'est toujours les mêmes articles. Monsieur le maire précise par ailleurs que les articles L 161 et L 481 du Code de l'urbanisme permettent à la commune de se constituer partie civile dans ce genre d'affaires. Oui, donc, ça c'est les conditions classiques de porter partie civile qui était d'une infraction avérée au Code de l'urbanisme dressé par des personnes assermentées que sont la police municipale pour les municipalités ou Stéphanie Julien qui est en charge de l'urbanisme et qui est assermentée également. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, le point 4, c'est l'occupation du domaine public pour les travaux, les camions et food trucks. Donc, au niveau des travaux, ça concerne l'installation sur des places de parking d'entreprises qui demandent des autorisations. Et jusqu'à maintenant, c'était gratuit tout le temps. Et dans beaucoup de communes, c'est payant. Donc, je vous propose de faire gratuit jusqu'à 15 jours et à partir du 16e jour, de faire payer cet emplacement. Et de 3 places, on réduit à 2 places. Et si la personne veut une 3e place, c'est bien évidemment payant en plus. Hein. Donc c'est 5 € par jour et par emprise au sol, équivalent à une place de parking à la limite de 2 places, que je vous disais, sans électricité, et à 7 € avec l'électricité, parce qu'on a tellement vu des chantiers qui n'en finissaient plus, hein, qui ont duré très très longtemps. Donc c'est pour un peu cadrer tout ça, et c'est le chef de la police municipale qui a travaillé sur ce dossier en collaboration avec la DGS. Et la deuxième autorisation, alors là c'était un peu tout et n'importe quoi, c'était par rapport aux camions de pizza, surtout aux camions de pizza, ceux qui sont au rond-point de la gare ou les 2 soirs où ils sont en place Mirabeau. Alors là, qu'on venait 3 fois par semaine, qu'on vient une fois, toujours actuellement, je m'en suis aperçu en demandant à la DGS de regarder de plus près, et également au chef de la police municipale, on payait le même prix. Ce qui, à mon avis, n'était pas normal. Donc il faut une délibération pour prendre un nouvel arrêté. Donc là, ça serait par 4 mètres linéaires, une emprise fixée à 4 mètres linéaires, 40 € par trimestre pour 1 fois par semaine, 80 par trimestre pour 2 fois par semaine, et 120 € pour 3 fois par semaine. Et le tarif sera proratisé en fonction des mètres linéaires utilisés. Alors c'est sûr que
c'est pas très cher, mais c'est pas fait pour assassiner les commerçants ambulants, etc. Donc, la commission donc, de Marc Duval de la vie économique se penchera pour l'autorisation ou pas de nouveaux camions ou food trucks, etc. Bon, mon avis, bon, je pourrais venir l'exposer à la commission vie économique, mais c'est aussi de ne pas trop multiplier pour pas, au niveau du commerce local, avec une concurrence trop importante, hein. Mais ça, bon, la commission pourra faire une proposition sur ça. Donc il vous est demandé de vous prononcer, si vous avez des questions, sur les redevances, à signer tous les documents afférents pour ces redevances et de m'autoriser à les signer. Oui. Bonsoir à tous. J'avais une petite question, enfin quelques questions et puis quelques remarques. Concernant justement la première partie sur les travaux en fait et les saisies, les 15 jours autorisés et au-delà de redevance, à quelle date c'est prévu d'être mis en place? Parce qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être pas le moment en fait de recharger un peu plus en fait les factures des artisans. Parce que forcément en fait, s'ils ont un montant à payer supplémentaire, ils vont forcément le reporter sur le client. Donc ça, c'est peut-être pas le moment, peut-être mal choisi actuellement avec la crise économique qu'on traverse. Et puis, est-ce que ce serait possible d'avoir une clause d'intempérie, par exemple, qui soit prise en charge aussi là-dessus? Parce qu'en l'occurrence, si un artisan installe un échafaudage ou quelque chose et à cause des intempéries ne peut pas travailler, de toute façon, il va forcément déborder et ça va lui coûter encore plus cher. Donc, il aura déjà eu une perte substantielle de gains en fait, pendant cette période-là. Alors, c'est pas destiné aux échafaudages, c'est destiné qu'aux camions sur les places de parking pour les travaux. D'accord. On ne fera pas payer l'échafaudage. Il n'y a rien. Enfin, oui, non, je le levais parce qu'on ne va pas faire payer l'échafaudage. Non, c'est uniquement sur les camions, les places de parking qu'on demande pour mettre des camions pour faire des travaux. Alors après, par rapport au Covid et la situation, bon, il faut attendre qu'on ait délibéré pour prendre l'arrêté. On peut toujours attendre, comme on attend toujours depuis les dernières élections, de mettre en place l'occupation du domaine public pour les commerçants, hein, parce que tant qu'on est en crise, bien évidemment. Bon, encore que les artisans sont quand même moins touchés, parce qu'eux n'ont pas arrêté de travailler, contrairement à les commerçants. Hein. Ça, c'est une différence entre nos commerçants et artisans. Donc, on va voir si on va attendre ou pas. Ça, c'est pas encore défini. Si on attend pour mettre en place l'arrêté. Et tu m'as demandé quoi d'autre? Non, bah, c'était tout par rapport à ça. Une durée un peu plus longue potentiellement, éventuellement, si c'était par rapport en fait, aux intempéries. Ah, les intempéries. Et puis sur les positionnements des food trucks, j'avais une question déjà. La troisième partie, c'est 120 € pour 3 fois par semaine. Est-ce que c'est 120 € par trimestre comme les autres? Oui, c'est par trimestre aussi. Oui, ça a été oublié, mais c'est par trimestre aussi. Ça, donc par 3 fois par semaine. Et puis, et est-ce que c'est 120 € à partir de la troisième fois par semaine, même s'il est là 4 ou 5 jours? Ou est-ce que ce sera au prorata en fait? Non, 3 fois. 3 fois. Aujourd'hui, on a que le plus qu'on a, c'est 3 fois. Mais s'il demande d'être 4 fois par exemple, est-ce que 4 fois, plus ou est-ce que ce sera 3 fois? Le tarif sera proratisé en fonction des mètres linéaires utilisés. Donc si c'est plus. Et pas par rapport au nombre de jours. Ce ne sera pas proratisé au nombre de jours supplémentaires. Alors, oui, Valérie a raison, parce que dans notre intention, c'est parce que j'ai eu des plaintes aussi de la gendarmerie pour l'emplacement pizza, je parlais, place Mirabeau. Parce que les gens se garent en plein milieu du rond-point qu'il y a pour venir chercher des pizzas. Donc, ça c'est une décision qui m'incombe. Je pense que vous pourrez en parler en commission, je le suggérerai à Marc, en commission vie économique, de concentrer tout ce qui est, puis en plus c'est en face une pizzeria, hein, donc de concentrer tout ce qui est camion pizza, s'il n'y a personne ce jour-là, de les mettre tous en bas au rond-point de la gare.
à l'emplacement où il y a déjà quelqu'un le mardi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et le samedi et le jeudi, ils sont Mirabeau, donc tous au même endroit. Alors après, ça va limiter, à moins qu'on décide de créer d'autres jours à d'autres endroits. Personnellement, je ne suis pas favorable pour le commerce local, ce que je disais. Mais à aujourd'hui, on n'en a pas plus de 3. Alors on peut mettre, oui, une clause de dire en plus, ou s'il y a un jour de plus, ben, mettre une somme en plus, pourquoi pas. Hein. De profiter en fait justement de cette modification pour l'inclure dedans et de mettre... Après, il est évident que bon, pour que tout le monde puisse voir le jour se lever, comme on dit, ça serait peut-être bien que celui-là qui est 3 fois, qu'il ne vienne pas 4 fois. Parce que les demandes, vous allez voir, Marc vous en parlera, on en a, et pour qu'il y ait quand même une équité, un peu pour tout le monde, que tout le monde puisse travailler. Bon. Voilà. Déjà que celui qui en a 3, à mon avis, plus 4 le lundi au marché, c'est beaucoup. Voilà. Donc je crois qu'il faut limiter, je pense, à 3 fois. Voilà. Maximum. Merci. D'autres questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ok. Je passe au point 5 que je vous avais parlé, le dernier conseil municipal. C'est la dénomination rond-point des Lavandes. Alors j'ai rencontré la famille Guette, les 2 filles en visio, puisque l'une est à La Réunion, l'autre je crois est à Marseille, et le fils avec le petit-fils Grégory Guette. Donc bon, j'étais très ému de ma proposition, qui n'est pas que ma proposition, qui est la proposition du conseil municipal. Bon, ils m'ont demandé, parce que vous voyez marqué Eliane et Raymond Guette, c'est parce que ils souhaitaient vivement, les enfants et le petit-fils, que Madame Guette soit associée. Alors je n'y voyais pas d'inconvénient spécial, parce qu'elle a une vie aussi dense au niveau de la commune. Donc je vous propose de nommer le rond-point des Lavandes rond-point Eliane et Raymond Guette, en sachant que la famille m'a contacté il y a quelques jours, parce que dans cette période de confinement, ils souhaiteraient qu'il y ait une cérémonie très restreinte de 10 personnes, le lendemain de ces 100 ans de M. Guette, c'est-à-dire le 12 décembre. Donc je leur ai dit que je n'y voyais pas d'inconvénient, pour après faire une fête beaucoup plus importante plus tard, en espérant qu'ils soient toujours avec nous, autant monsieur que madame. Donc là, j'inviterai peut-être le chef de corps des pompiers, qui représentera la caserne, puisqu'il était médecin des pompiers à l'époque, médecin-chef. On sera 3-4 élus, eux ils seront 5 ou 6 au niveau de la famille, pour ne pas dépasser donc, le nombre à peu près qu'on nous autorise. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce rond-point? Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, merci. Alors, le rapport numéro 6, je passe la parole à Marcello Manganaro pour la vente parcelle route de Pertuis. Alors, monsieur le maire indique à l'Assemblée que la commune dispose d'un terrain cadastré AN 466 pour une surface de 808 m², de forme un peu irrégulière et allongée, et dont les franges est et nord sont constituées de hauts talus. Les domaines en date du 27/2/2019 ont estimé la valeur de ce terrain à 137 360 €. Ce bien a été confié aux agences Orpi et ERA de Cadenet au prix de vente de 163 000 frais d'agence inclus, 12 000 € de frais d'agence. Le 4/8/2020, l'agence ERA a obtenu une offre d'achat de M. Fini Marc au montant de 163 000 €. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser M. le maire à vendre la parcelle AN 466 au prix de 151 000 € net vendeur. Est-ce qu'il y a des questions? Samantha. Oui, merci. Oui, j'ai encore des questions. J'avais déjà posé des questions au départ, puisqu'on l'avait vu sur la note de synthèse du conseil municipal précédent. Je me demande quelle est la motivation de cette vente et est-ce qu'il a été imaginé
que cette parcelle puisse servir, puisque si je ne me trompe pas, elle est à côté des services de la police municipale. Non, non. Alors, Non. Elle est au nord. Elle est derrière. Carrément derrière. Elle est à côté de la parcelle qu'a acheté monsieur et madame Franck. La parcelle qui est à côté de la police municipale, c'est celle que monsieur et madame Franck ont achetée, qui doit faire dans les 450 mètres carrés et qui est attenante à leur propriété. D'accord, donc Et celle-là, elle est carrément au nord. Elle est loin de... Non, elle est loin de la police municipale. Mais donc on ne peut pas y imaginer enfin, je sais pas, pour être honnête avec toi, c'est une parcelle qui est très très compliquée. Parce qu'en fait, déjà l'accès se fait par l'ancienne gendarmerie. Il y a une voie de passage là. Et c'est compliqué, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Voilà, c'est très très compliqué. Nous on avait un peu envisagé, mais en fait, on s'était rendu compte que le jeu dans Vallée de la Chandelle, ça nous coûtait très cher. De pouvoir faire quelque chose. Elle est constructible. Elle est constructible. À ce prix-là, à 169 000 €, il vaut mieux qu'elle soit constructible. Quoi. Parce que planter des carottes, ça fait un peu cher au mètre carré. D'autres questions? Non? Donc on vous demande de vous prononcer pour m'autoriser à vendre la parcelle au prix de 151 000 € net vendeur. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc 5 contre. Qui s'abstient? Merci. Je passe au point 7 et la parole à Nicole Bois, adjointe à la vie associative, pour la modification des attributions des subventions. Le Conseil municipal, par délibération numéro 16-2020 du 3 mars 2020, a approuvé l'attribution des subventions aux associations. Vu le contexte de crise sanitaire, certaines associations n'ont pu organiser les événements prévus pour fonctionner normalement. Il convient donc soit d'annuler les précédentes attributions de subventions, soit de procéder à la réduction de leur montant. Aussi, vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des subventions initialement attribuées et la révision du fait du contexte à annuler. Donc, vous avez un petit tableau récapitulatif où il y a les subventions, qu'on va, si vous voulez, annuler par... donc, il convient d'annuler, alors si vous voulez plus d'explications, vous me demandez. Donc, il y a l'amicale du personnel. Vous avez le montant, fonction 1500 € et exceptionnel 800 €. Alors, je t'arrête 2 secondes parce que ça c'est une annulation parce qu'à côté il y avait une subvention exceptionnelle des chèques vacances qu'on leur attribue depuis quelques années et la somme des chèques vacances était supérieure à la somme qui a été réellement payée. Donc on annule 1500 en fonctionnement et 800, j'en ai parlé au président de l'amicale, Eric Coz, parce qu'il y a eu un trop perçu en chèque vacances. Et après, c'est des subventions exceptionnelles pour des manifestations qui n'ont pas eu lieu. Et pour la coopérative scolaire primaire, c'est les classes vertes qui n'ont pas eu lieu. Voilà. Alors, il convient d'annuler les précédentes attributions de subventions visées attribuées par délibération numéro 16-2020 et de procéder à la régularisation et à la réduction des montants subventionnés. Voilà. Donc c'est la situation un peu exceptionnelle qu'on est en train de vivre actuellement, et comme c'est des deniers publics, comment tout le reste a été versé aux associations. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, les pertes sur créances irrécouvrables, c'est-à-dire c'est le Trésor public qui nous alerte des sommes que la municipalité, la mairie ne pourra pas encaisser, qui sont perdues. Donc, c'est la demande de Madame le receveur municipal sollicitant l'émission des mandats pour la constatation de 1348,74 de créances admises en non-valeur et de 283,88 de créances éteintes.
Voilà, vous avez les explications de ces créances. Hein. Donc là, on nous demande de voter, mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Donc il vous est demandé de procéder à l'émission d'un mandat de l'article 65-41 pour 1348-74 à l'article 65-42 pour 283-88 pour régularisation des écritures comptables. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, je passe au point 9. L'émission d'un titre pour remboursement de dommages sur du matériel dans les vestiaires du stade. Ça aussi, ça avait été mis pas à l'ordre du jour initial. C'est pour ça que ça a été retiré sur demande de Bruno, tout à fait normalement. Et je passe la parole à Nicole Bois. Alors, il a été constaté que le casier de l'agent d'entretien a été fracturé dans les locaux du stade. Renseignement pris. Il s'avère que ce casier a été fracturé par un membre du football club du Laurent au motif qu'il cherchait des chasubles qui avaient disparu. Ainsi, considérant les engagements pris par les associations lors de la signature du règlement intérieur, il convient de faire payer à l'association Football Club du Laurent le remplacement du barillet du vestiaire. Je vous informe que les dégâts ont nécessité le remplacement du barillet du placard du personnel de service et ces frais de réparation sont de 14,82 €. Donc, il vous est demandé d'autoriser, Monsieur le maire, à mettre à la charge du club de football de Cadenet du Laurent la somme de 14,82 € en remboursement du matériel acheté. Voilà, donc c'est dégradation d'un casier d'un agent d'entretien de la mairie qui est au stade, qui a été cassé, et donc on demande le remboursement de 14,82 €. C'est plus par principe. Vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je passe au point 10. Alors là, c'est un titre pour remboursement de frais suite à une intervention urgente réalisée par les services municipaux. Donc un après-midi, la police municipale m'a téléphoné car il y avait un voisin d'une maison avec un jardin aux heures bleues et l'arbre menaçait vraiment de tomber. Donc la police municipale, donc c'est un terrain privé, avait été contactée. Donc la police a contacté le syndic de copropriété et le propriétaire qui n'était pas sur place. Avec leur accord, on a pu fait procéder à l'abattage de l'arbre par les services techniques de Cadenet, mais on s'était mis d'accord avant à ce que le propriétaire rembourse à la collectivité les frais d'abattage de l'arbre, ce qui a été accepté par le syndic de copropriété et le propriétaire. Donc je ne sais pas exactement qui va payer, si c'est le propriétaire, je crois que c'est l'association syndicale libre du lotissement, que je vois marqué ASL. Là. Voilà, donc c'est l'ASL qui payera la mairie. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Le point 11. Alors là, c'est encore une émission de titre pour remboursement de dommages occasionnés sur le mobilier urbain. Donc là aussi, ça a été un constat de la police municipale, borne fixe. Donc les frais de réparation correspondent au coût de la main-d'œuvre pour la réparation, évalué à 181,24 € au total. Donc M. Galliano, M. Ruiz, M. Michel et M. Coupa devront s'acquitter de la somme de 45,31 € chacun. Des questions? Oui, et donc il y a aussi un autre constat de mobilier urbain de panneaux fait par la police municipale d'un montant total de 154,90 €. Monsieur et Madame Neibouda, Madame Brua devront s'acquitter chacun de 77,45 €.
Donc je vous demande de m'autoriser à encaisser ces sommes pour la collectivité. Qui est contre? Qui s'abstient? Je passe au point 12, c'est les défraiements pour la mise à disposition du personnel à l'association Cadenet Luberon Handball pour l'année 2020, et je passe la parole à Nicole Bois. Le personnel mis à la disposition d'associations doit faire l'objet d'un défraiement. Le coût d'intervention de l'animateur sportif mis à disposition de l'association Cadenet Luberon Handball représente 735 € pour l'année 2020, une somme moindre que les années précédentes en raison de la Covid-19. Cette somme est mise en recouvrement auprès de l'association. Il est proposé dans le même temps d'accorder une subvention de 735 € à cette association pour couvrir cette dépense. Il vous est demandé de décider d'encaisser la somme de 735 € correspond au coût d'intervention du personnel municipal et d'attribuer à cette association une subvention de 735 € au titre de l'année 2020 sur les crédits inscrits au budget. C'est pour l'histoire d'écriture. Oui, c'est une écriture comptable, puisque bon, ça fait zéro, puisqu'on est obligé de l'inscrire au niveau des finances communales, puisqu'on met à disposition, à titre gratuit, notre éducateur sportif, co-handball, puisque le football a arrêté de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des questions sur ce défraiement? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point numéro 13, convention avec le centre aéré Ligri-Gris de Trescan. Je passe la parole à Valérie Godelet. Oui, donc il s'agit en fait des repas du centre aéré, donc pour les enfants et les animateurs, qui sont assurés par la cantine. L'économat incombe au cuisinier, donc ce n'est pas géré par le centre aéré, ce depuis 1998. Donc l'association doit s'acquitter des frais d'alimentation et de gestion, les frais de personnel étant pris en charge par la mairie. Donc pour l'été 2020, le décompte des frais s'établit à 5 477 €. Donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer une convention avec l'association Ligri-Gris pour encaisser la somme des 5 477 € qui correspond aux frais d'alimentation et de gestion engagés pour la préparation des repas pris par les enfants et le personnel du centre aéré. Vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport 14, c'est la modification d'un poste permanent. Donc on a créé un poste permanent à temps complet dans le premier grade du cadre d'emploi des chefs de service de police municipale par délibération 2-2015 à date du 2-2-2015, poste 55. Considérant que l'agent occupant ce poste est proposable à l'avancement de grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe, il est nécessaire de modifier le poste et de l'ouvrir à l'ensemble des grades du cadre d'emploi des chefs de service de police municipale permettant une nomination au 1er décembre 2020. Donc il vous est demandé d'autoriser l'avancement de grade, l'ouverture du poste pour permettre l'avancement de grade en élargissant le recrutement à tout le cadre d'emploi. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous allons passer à la modification du protocole relatif au compte épargne-temps. Vous avez dû l'avoir en annexe. Donc c'est suite au décret 2020-723 2 juin 2020 portant disposition temporaire en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale pour faire face aux conséquences de l'état d'urgence sanitaire. Le plafond global du CET, le compte épargne-temps, est porté à 110 jours au lieu de 62 jours en 2020. En outre, au vu des différentes situations rencontrées en fonction des plannings et du temps de travail des agents, certaines adaptations s'imposent à nous, à savoir, dans le 1 au paragraphe 3, l'alimentation du compte 3e alinéa, il convient de la modifier comme suit. Les crédits sont comptabilisés en jours et la quotité normale de dépôt est de 1 jour, mais également en demi-journée. Dans le 2, pour les agents titulaires, l'option est la suivante. Modifier le 2e paragraphe comme suit, ajouter à l'article 7 du décret.
Et dans le 2, l'agent peut choisir de fractionner. Il faut modifier la fin de la phrase. Toutefois, la collectivité acceptera la prise en demi-journée sur le CET. Ça, c'est par rapport aux conséquences de l'état d'urgence sanitaire. Et que le plafond global est passé, comme je vous le disais, est porté de 70 jours au lieu de 60 jours. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Allez. Une question par rapport au contenu du protocole. En fait, dans le protocole, par rapport au compte épargne temps, le montant est laissé à 60 jours. Alors, est-ce que du coup on le laisse à 60 jours dedans et vu que c'est exceptionnel sur cette année, ça reste là et on ne met pas à 70 ou... Que pour cette année? D'accord, merci. Très bien. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On va passer au rapport numéro 16, la convention de partenariat dans le cadre de la lutte contre le chancre coloré du platane. Et je passe la parole à Marc Duval. Alors, nous sommes tenus par l'arrêté national du 22 décembre 2015 et l'arrêté du préfet de région du 11 avril 2016 à assurer la surveillance du chantre coloré du platane sur les platanes de la commune. Donc la Fredon PACA, qui est l'organisme qui coordonne le suivi et la lutte contre le chancre coloré du platane, sous le contrôle du SRAL, service de l'État, service régional à l'alimentation, nous propose d'assurer la prospection sur les 120 platanes estimés de la commune de cette maladie. Ils assurent donc la prospection et la communication au SRAL et nous conseillent sur les mesures à prendre. Ils vont procéder également aux analyses en cas de suspicion. Donc il faut savoir que le chancre coloré du platane est une maladie du platane donc qui provoque sa mort, qui a été identifiée sur 50 communes du Vaucluse, qui représentent 40% du territoire et environ 80-90 000 arbres. Lorsque le chancre est repéré sur un platane, la seule mesure curative est il faut couper complètement l'arbre, le dessoucher et détruire par brûlage l'ensemble des bois. Dans un rayon de 35 mètres donc tous les platanes dans un rayon de 35 mètres autour de l'arbre malade. Donc la Fredon nous propose d'assurer cette mission de prospection pour un montant annuel de 500 €. Est-ce qu'il y a des questions? Donc il vous est demandé de valider les termes de la convention. Non, pardon. D'autoriser donc à signer la convention avec Fredon PACA. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors nous allons passer au rapport 17, la convention d'autorisation de tournage d'un film documentaire sur la commune. Et je passe la parole à Valérie Boigard. Bonsoir. La commune a été sollicitée par 2 réalisateurs qui tournent depuis 1 an un film documentaire lumineux, Luberon, ayant pour objectif de mettre en valeur les richesses naturelles du patrimoine du Luberon. Il est produit par Alpes Provence Prod, situé à Saint-Pierre d'Argenson. Ce documentaire présente des images réalisées en toute saison avec de nombreuses prises de vue par drone. Pour la commune de Cadenet, plan d'ensemble vue de l'église, du milieu du village, du château et des maisons troglodytes avec une interview en filagramme de M. Becker. Il souhaiterait mettre en valeur la commune et donner une plus grande visibilité du village de Cadenet. Valorisation des richesses naturelles et patrimoniales locales. Le film sera diffusé sur grand écran dans les salles de cinéma et municipales des territoires du Luberon, mais aussi en Vaucluse, Alpes de Haute-Provence et sur l'ensemble des régions Sud et Auvergne-Rhône-Alpes. Une diffusion est aussi prévue en DVD et VOD. Le tournage doit avoir lieu au plus tôt pour une sortie sur écran en fin d'année 2020. Cette convention a pour objet de cadrer l'autorisation
tournage de films documentaires lumineux Luberon entre la société Alpes-Provence Prod et la commune de Cannenet, partenaire du film. La société Alpes-Provence Prod réalise un film documentaire sur le Luberon, beau paysage, tradition, patrimoine. Avec de nombreuses prises de vue par drone, elle souhaite en outre mettre en valeur le site troglodyte de Cannenet. Ce film sera diffusé au ciné-conférence dans les villes et villages de la région PACA et par DVT. Le tournage total durera 1 heure et démarrera à la fin de l'automne date à venir. De la société a procédé à la demande d'autorisation sur le survol auprès de la préfecture de Vaucluse. En contrepartie d'une participation financière de la commune, la société offrira à la collectivité la position du logo de la commune sur le support communication, fiches, flyers, jaquettes, DVD, 20 DVD, les photos du film et les droits d'utilisation du teaser sur le site internet ainsi que sur les réseaux sociaux. La contribution de la mairie s'élève à 1 000 € sur le budget global d'environ 30 000 pour un temps de vidéo sur Cannenet de 3 à 4 minutes sur la durée du reportage total. Vous avez dû voir la convention qui vous a été attribuée. Si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, le rapport 18, la convention de partenariat avec le parc naturel régional du Luberon sur le projet Coin de verdure pour la pluie. Et je passe la parole à Valérie Sanadji. Merci. Donc, il s'agit en fait du projet de réfection de la cour maternelle de l'école. Dans ce cadre-là, l'Agence de l'eau a lancé un appel à projet auquel nous avons répondu, qui vise à la désimperméabilisation et à la végétalisation pour mieux gérer les eaux de pluie des cours d'école, collèges, lycées et universités. Donc cet appel à projet qui initialement devait être clôturé en septembre 2020 a été reporté à décembre 2021 et intégré et prolongé dans un autre appel à projet qui s'appelle Rebond eau, biodiversité, climat 2021. Donc il y a 2 phases dans cet appel à projet. Une première phase d'avant-projet auquel participe le parc régional du Luberon et qui propose un accompagnement technique aux communes. Actuellement, 13 communes ont répondu donc, à cet appel à projet et il s'agit de nous accompagner sur les contraintes un peu techniques et de réalisation de ce projet et développer aussi un volet pédagogique, d'accompagnement et de mise en réseau des acteurs. Donc il est demandé en fait au conseil municipal d'approuver l'intérêt de cet appel à projet, de rejoindre le groupement de communes pour l'étude que le parc du Luberon souhaite mener, donc qui se déroulera sur 2021 pour une deuxième phase travaux qui aura lieu en 2022. Donc il s'agit d'approuver le projet de convention partenariale d'accompagnement d'animation de la démarche par le parc du Luberon sur la phase 1 du projet, coin de verdure pour la pluie dans le parc du Luberon, et d'approuver le plan de financement. Donc le plan de financement, c'est 70% de subvention par l'agence de l'eau, 10% à charge de la commune sur la première phase et 20% à la charge du parc du Luberon. Donc il s'agit là d'un montant de 1 000 €. Il est demandé au conseil municipal d'approuver cette convention. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre cette convention avec le parc? Qui s'abstient? Merci. Alors, le point 19, c'est le reclassement d'une voie départementale quand il y avait eu les travaux de l'avenue Gambetta et du rond-point des Lavandes. Donc, ça a été reclassé et ça a été classé en voie communale. C'est d'ailleurs pour ça que pour le rond-point de M. Guette, M. et Mme Guette, on n'a pas demandé l'autorisation au département. Par contre, la RD 118, c'est celle qui va du rond-point des Lavandes à la route de Loris vers le Carré-Rond, celle-là n'a pas été reclassée. Donc, pour qu'elle rende le domaine public routier de la commune,
je vais vous demander donc d'acter le transfert de la domanialité portant classement dans le domaine public de cette voie. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc nous passons au rapport numéro 20, qui est le règlement intérieur du conseil municipal. Donc j'ai reçu 3 amendements du groupe Cadenet Avenir. Donc dans l'article 4, accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrat et démarches. Donc le groupe Cadenet Avenir me propose tous les documents relatifs aux ordres du jour du conseil municipal. Moi je rajouterai tous les documents consultables relatifs aux ordres du jour du conseil municipal. Donc on ne va pas voter par chaque amendement, mais on votera globalement. Ensuite, la question orale ou diverse. Les questions orales portant sur des sujets d'intérêt communal, il y avait noté de faible importance. Je suis d'accord de le lever, mais de marquer à l'appréciation du maire. L'amendement numéro 2, les textes des questions orales doivent être adressés par mail au maire, copie DGS 48 heures, jour franc, vous voulez ajouter. Donc, vous pouvez nous expliquer pourquoi vous préférez franc? Parce qu'on avait mis ouvré, non? On a beaucoup cherché ce que voulait dire les jours francs, les jours ouvrés. En fait, pour un conseil municipal comme aujourd'hui, pour mardi, on doit poser les questions avant vendredi soir. Et avec des jours francs, ça nous permettrait, non, ça serait jeudi soir, vendredi dans la journée. Tandis que là, on pourrait, si la mairie est ouverte le samedi matin, on pourrait les proposer jusqu'à samedi dans la matinée. Il nous serait gagné une soirée pour préparer toutes ces questions. Si on reste sur un mardi. Si on reste sur un mardi. Bon, on va plutôt s'orienter, je pense, sur rester sur un mardi. Voilà. Ça nous permettrait, si la mairie est ouverte le samedi matin. Alors le problème, c'est qu'il faut que nous, on puisse répondre à ces questions. Si c'est le samedi matin, on n'a plus que le lundi. Alors que là, le samedi matin, on peut travailler. Oui, ça nous raccourcit aussi notre travail. Oui. Et puis il y avait aussi une cohérence par rapport à la... Mais jour franc, ça nous permet d'aller jusqu'au samedi matin en marquant franc au lieu d'ouvrir. De ce que j'ai compris. C'est pas très clair. Les jours francs, on enlèverait, parce que le jour ouvré, on ne compte pas le samedi et le dimanche. Le dimanche, en jour franc, on compte le dimanche. Donc, voilà. Ça serait le lundi, comme on est le mardi, il n'est pas compté. Jour franc, le premier jour franc, ça c'est lundi. Le deuxième jour franc, ça c'est le dimanche. Donc on pourrait vous amener les questions le samedi matin aux heures d'ouverture de la... Passer le micro, s'il vous plaît, Stéphane va parler, si vous pouvez passer le micro, s'il vous plaît. Et, oui, juste, c'était aussi la deuxième raison, c'était pour la cohérence par rapport à la convocation. Comme la convocation, elle est en jour franc, on voulait aussi que les questions ouvertes, ça soit elle est un jour franc, là? Un jour ouvré, la convocation. Voilà. Ouais. Stéphane. Oui, ben, je vais dire très honnêtement ce que je pense. Je suis très choqué qu'on puisse demander à un service de travailler le dimanche. Voilà. Si, 2 jours francs, je suis désolé, ça veut dire aussi pouvoir travailler le dimanche. Quand c'est un mardi, on est très choqué. On n'a pas demandé de travailler le dimanche. Ben si, ben non. Je suis désolé, ça veut dire travailler le dimanche. Attendez, un après l'autre, Samantha. On a regardé dans les textes hier soir, parce que comme tout le monde, jour franc, jour vrai, c'est pas toujours évident à lire, mais le jour franc et les jours francs, le dimanche n'est pas compté. Non, absolument pas. On a regardé dans les textes de loi. Les jours francs, si vous voulez, et je suis même choqué qu'on puisse demander à des services de travailler le samedi. Excusez, d'ailleurs, ça faisait partie de nos questions. La mairie et la DGS avec qui on traite, elle ne travaille pas le samedi matin. Hein. D'accord. Il
il y a une permanence police municipale et accueil. Mais c'est pas avec le policier municipal que je vais travailler sur vos questions à tous. Hein. Si elle m'arrive le samedi matin. Hein. Donc je crois qu'on va rester à ouvrir. Hein. Et l'article 7, fonctionnement des commissions municipales. Les commissions permanentes devront se réunir au moins une fois par trimestre. Alors, moi j'avais dit, et je l'ai toujours dit oralement, c'est vrai que ça n'a pas été précisé, j'avais dit 4 fois par an. Alors 4 fois par an, c'est pas forcément une fois par trimestre, mais je veillerai à ce qu'elles se réunissent 4 fois par an. Donc ça sera 4 fois par an, hein, l'article 7. Voilà. Donc c'est les remarques que j'ai eues au niveau du règlement intérieur. Hein. Donc, qui est contre ce règlement? Qui s'abstient? Merci. Alors, j'ai l'information côté LUP. Avant les décisions, peut-être avant. Alors, les décisions avant. Oui, mais ça va. Donc, les décisions, c'est une information, c'est pas un vote. Hein. Dans la 18-2020 et 19-2020 relative à la désignation de maître légier pour intervenir en défense des intérêts de la commune, la décision 20-2020 relative au marché de voirie, chemin du Cal et du Pumian attribué à la société Eiffage Route pour un montant de 47 406 € hors taxe. Les travaux, donc, pour le CAD, c'est fini, pour le Pumian, ça commence. Décision numéro 21-2020 relative au versement de l'indemnité d'un sinistre d'un montant de 450 € de l'assureur Breteuil. La décision 22-2020 relative au marché d'études et de sécurisation d'un front rocheux sur le site du château attribué à la société Exsol pour un montant de 35 400 € hors taxe. Et la décision 23-2020 relative à la passation d'une convention d'études de faisabilité en vue d'un projet d'aménagement et de mise en valeur des châteaux réalisé par le Parc naturel régional du Luberon pour un montant de 7 065 € hors taxe. Le point 21, donc, c'est l'information côté LUP. Et ensuite, le 22, ce sera les questions diverses que j'ai reçues et accepté de mettre à l'ordre du jour. Dans les informations côté LUP, donc je vais passer la parole également à mes collègues siégeant à côté LUP. Donc moi je peux vous en dire peut-être un petit peu plus parce que j'assiste à la réunion des vice-présidents. Donc le projet de territoire avance, il va être encore soumis aux conseillers communautaires avant de le faire approuver en conseil communautaire. Le budget primitif va commencer à se préparer. Hein. Moi, au niveau de ma vice-présidence de l'animation territoriale, j'ai assisté au Château de la Tour d'Aigle à une réunion avec l'Office du tourisme et les 5 représentants de côté LUP au conseil d'administration pour définir une nouvelle feuille de route, une nouvelle convention. Donc on commence à y travailler. Et bien évidemment, il faudra attendre le projet de territoire où va découler le schéma développement touristique et où on pourra vraiment se positionner sur la politique qu'on souhaite que l'Office du tourisme mène pour les 6 années à venir. Voilà. Il y a tout un travail également sur la mobilité qui se met en place avec Cathy Serra, qui est vice-présidente en charge de ce domaine-là. On va faire un gros travail sur la signalétique touristique, également avec Géraud de Sadran, le maire d'An-Suisse. Et je pense qu'on va faire appel à un groupe de travail sur ça. Alors, je ne sais pas à l'heure qu'il est comment on va travailler au niveau des groupes de travail ou des commissions, parce que pour l'instant, c'est toujours pas défini. Il faudra définir tous ensemble. Hein. Voilà. J'ai rencontré la sous-préfète avec Isabelle, il faudrait la voir mardi dernier, en sous-préfecture d'A, pour beaucoup de dossiers de cadenés, mais également des dossiers de l'intercommunalité également. Et notamment, on a su qu'on avait une subvention de 200 000 € de l'État pour le gymnase. Voilà. Sur les 470 000 € de budget prévu, je pense que c'est à peu près ça, Marc, c'est ça, on a 200 000 € de subvention de l'État.
Voilà, mais écoutez, j'ai peut-être oublié des choses. Je vais laisser la parole à mes collègues. Samantha, si tu veux commencer. Donc, juste rajouter par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le PCAET, le plan climat, Ah oui. il est en consultation. Pardon, exactement. Il est en consultation, oui, sur le site de Cotelub, le nouveau site de Cotelub, parce que là aussi, c'était un nouveau site. Et je crois qu'a donné la mairie, Émilie. Alors c'est en préparation, justement, ça sera prévu demain. Donc il y aura une ça. news Facebook. C'est aussi annoncé sur le site de la mairie. Et donc on va informer la population sur la phase de concertation, sur le cadre donc, de cette consultation. Il y aura tous les liens pour que les gens soient aptes à aller consulter avant être consultés et puissent mettre leurs modifications d'ici le 16 décembre. Donc ça c'est prévu. Juste un complément d'information pour ceux qui ne savent pas exactement ce qu'est le PCAET. Donc, le PCAET, c'est le plan climat, air, énergie territoriale. C'est un outil de planification qui a pour but d'atténuer et de s'adapter au changement climatique, de maîtriser la consommation des énergies et de développer les énergies renouvelables. Donc Cotelub s'est engagé sur 4 enjeux essentiels. Le premier, c'est la lutte contre le réchauffement climatique et les pollutions de l'air. Le deuxième, l'adaptation au changement climatique. Donc on est bien dans la thématique. Le troisième, le développement de l'économie locale et circulaire. Et le quatrième, l'action de l'ensemble des acteurs du territoire. Donc la participation des citoyens. Donc effectivement, il y a une consultation publique, vous aurez le lien à travers la communication, et je vous invite à lire les documents et à vous prononcer et à réaliser des informations sur cette enquête. Est-ce que vous voulez d'autres, les élus communautaires, ou si vous voulez, vous, ceux qui ne sont pas communautaires, poser des questions aussi? Oui, 2 minutes. Si vous avez des questions à poser sur Cotelub, n'hésitez pas. Émilie. Donc juste un point aussi par rapport à Cotelub, donc on est en contact avec Amandine Milesi qui s'occupe de tout ce qui est attractivité et notamment là il y a pas mal de travail pour l'accompagnement auprès des commerçants, des artisans, des entreprises qui souffrent avec ce Covid. Et donc là le projet qu'ils sont en train de mettre en place c'est une vitrine, une e-boutique en fait. Donc Cotelub prend le projet vraiment à bras-le-corps et donc on a une communication qui va sortir d'ici 2 jours là-dessus. Donc elle a déjà été envoyée aux entreprises et aux sociétés, enfin au commerce à Cadenet. Donc l'objectif c'est de proposer en fait une solution de vente en ligne à toutes les entreprises. C'est gratuit. Cotelub prend en charge les frais de formation et la mise en ligne pour les 50 premières entreprises. Donc ça c'est je pense que ça peut être une solution qui peut aider beaucoup de commerçants et d'artisans qui n'ont pas encore de site et de vente en ligne. Donc il y en a beaucoup qui se posent la question sur le click and collect, donc ça c'est très important. Et puis la deuxième chose, j'ai représenté Cotelub à la table ronde qui a été organisée par le Grand Ménage de Printemps pour la saison 2021. Donc il y avait des représentants de la DRAC, de la région et du département. Et l'objectif c'était donc pour ce festival qui a un partenariat avec Cadenet déjà depuis plusieurs années, de se positionner et puis d'expliquer un petit peu leurs projets pour l'année prochaine et de solliciter donc des subventions. Donc Valérie est avec moi pour le volet commune et moi j'y étais donc pour le volet Cotelub dans le cadre de l'animation du territoire. Voilà. Et Émilie a également participé avec moi à la réunion avec l'Office du tourisme. Marc, rien de particulier? Non? Valérie? Non? Samantha, faut rajouter quelque chose? Ok. Vous avez des questions sur Cotelub? Très bien. Donc, les questions diverses sont des questions où il n'y a pas de vote, bien évidemment, où il y a des réponses et où il n'y a pas de débat. Donc, une question m'a été posée. Vous nous avez confirmé, rencontre avec le maire le 13/11, que l'élaboration du PCS était en cours et qu'un bureau d'études avait été missionné à cet effet. Est-il possible de savoir de quel bureau d'études il s'agit? Alors, il s'agit de Burgea, B-U-R-G-E-A-P. Voilà. En sachant que, bon, je réponds aux questions sur lesquelles je n'avais encore jamais répondu au préalable, parce que sur ce sujet-là, nous l'avions traité le 13/11 et par échange de mails également. Alors, quelle est la durée prévue de l'étude?
Alors on travaille sur un avenant pour la finalisation, mais la durée, à aujourd'hui, je ne peux pas vous la dire le plus vite possible. Est-il possible d'avoir accès au contrat qui lie la mairie à ce bureau d'études? Oui, pour ce qui a été fait avant, hein. Et pour le nouveau, dès qu'il sera finalisé, en sachant qu'il y a un groupe de travail, donc j'attends pour le groupe Cadenet à venir le nom d'une personne pour faire partie du groupe qui va travailler avec le bureau d'études. Donc Samantha, si tu pourras me le communiquer dès que tu peux, dès que vous l'avez décidé, en sachant que ce bureau d'études où il y aura Pierre Loriedo, Marcello Manganaro, moi-même et des techniciens, Stéphanie Julien, la DGS, le chef de la police et le chef des services techniques. Voilà pour cette question diverse. Je passe connaître l'avancée du dossier d'installation de l'antenne Fruit. Le collectif a été reçu par Fruit. Bon, ça, c'est pas une question. Il a été reçu par les élus. Oui. Fruit a travaillé avec le parc du Luberon. Hein, donc, pour une bonne intégration paysagère. M. Cohen continue à travailler avec Fruit. J'ai reçu le collectif. Aujourd'hui, il n'est pas à l'ordre du jour parce que pour l'instant, on ne se prononce pas tant qu'il n'y a pas une meilleure finalisation du projet. Moi, comme je l'ai dit au collectif, je ne suis pas là pour monter les Cadenéciens les uns contre les autres, surtout quand on s'appelle Ensemble pour Cadenet. Donc, et j'ai pas envie que le problème se déplace, c'est-à-dire que c'est un collectif de la plaine ou de la route de Lourmarais qui fasse parce qu'on aura choisi un autre lieu. Donc je pense qu'il faudra un lieu qui nuise à personne. Il faut aussi que la couverture soit possible, comme j'ai dit à M. Pochat et au collectif. Donc aujourd'hui, moi je ne compte pas le proposer au conseil municipal. Il n'y a pas de position officielle de la mairie. Il y a des négociations, il y a des tractations entre Free, le collectif, et ça va se passer peut-être avec d'autres opérateurs après. Hein. Le seul risque qu'il peut y avoir, c'est que l'opérateur se tourne vers du privé. Et là, nous n'aurons pas notre mot à dire si la location se fait chez un privé. Ce que je ne souhaite pas, donc ça serait peut-être bien qu'on trouve une solution. Et je remercie d'ailleurs Marcello Manganaro avec Stéphanie Julien qui se sont bien occupés de ce dossier et qui où ils ont écouté un peu tout le monde. Ils ont rencontré Free, ils ont rencontré le collectif. Je comprends leur angoisse, leur inquiétude, parce que c'est de réels soucis environnementaux, de santé. Donc pour l'instant... Remarque juste, si tu parlais, le collectif, je l'ai pas rencontré avec Stéphanie Julien, mais avec Françoise Raoult, qui était mon assistante ce jour-là. Oui, c'est vrai que M. Manganaro a toujours fait de l'assistant. Ça va. Mais avec Mme Julien, quand même celle qui s'occupe en technique de nous mettre en lien. Et merci à Mme Raoult si elle a assisté à une réunion. Voilà pour ça. Donc la prochaine commission urbanisme, alors là je laisse le choix au vice-président de la commission, puisque c'est lui qui fait l'ordre du jour. S'il est de bon augure, pourquoi pas, de rencontrer Free et le collectif, je sais pas, faire une nouvelle rencontre, puisque on a quand même toute une matinée, il y a une permanence faite à la mairie, et où notamment le collectif, mais tous les administrés pouvaient venir les rencontrer. Voilà, donc peut-être à la prochaine commission, le projet d'antenne sera, je pense qu'il sera abordé, et pourquoi pas l'ouvrir. Je laisse M. Manganaro à cette décision. Voilà. Le point 5, la décision 23-2020 porte sur la convention avec le parc du Luberon pour l'étude de la faisabilité en vue d'un projet d'aménagement et de mise en valeur du château. Pourriez-nous consulter cette convention? Oui, pas de souci. Voilà, je vous rappelle que dans le cadre des informations, il faut également les poser 48 heures avant, les informations. Donc, la séance du conseil municipal est terminée. Bonne fête de fin d'année si on ne se revoit pas d'ici là. Merci.